Regardez dans l'armoire de la cuisine, voici ce qui nous attend. C'est Edgar Cosma, auteur belge, romancier, également scénariste, puisqu'on lui doit les 3 volumes de la bande dessinée Le Belge, paru chez Delcourt. Il est aussi éditeur à 16 heures, cofondateur des éditions On Lit. Son livre le plus connu, Comment le chat de mon ex est devenu mon ex-chat. Et puis celui-ci, eh bien, c'est Là où ça fait mal. Voilà Alain, je vous présente Edgar Cosma. Bonjour Alain. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Qui est passé manifestement par votre arbre à livres, lui aussi. Je me suis permis d'emprunter ceci dans votre bibliothèque pour patienter. Très bon choix, c'était mon coup de cœur de ce matin, Thierry. Les grands esprits se rencontrent. Vous avez très bon goût alors. À moins que ce soit vous. Allez, Voilà. asseyez-vous tous les deux. On va parler de ce livre, donc, Edgar, que vous avez publié chez On Lit, Là où ça fait mal. Le héros, c'est un employé, un petit employé, obscur d'ailleurs, dont on ne sait pas trop ce qu'il fait, qui chaque nuit fait un rêve au bout duquel il se réveille en sueur et il a perdu un de ses doigts. Alors il y a 10 chapitres, on a 10 doigts chacun, normalement en tout cas. Est-ce qu'il va perdre les 10, ceux de ses 2 mains? Vous le saurez en lisant ce livre jusqu'au bout. Edgar Cosma, j'ai envie de dire, non seulement vous êtes un auteur belge, mais en plus, vous êtes un auteur belge. Vous comprenez la question? Je vois ce que vous voulez dire, oui. Je vois que vous avez essayé de m'emmener déjà des livres peut-être vers le côté surréalisme, par exemple, ce genre de choses. Ouais, absurde. Il y a quelque chose de profondément belge dans votre livre, dans la manière d'aborder le fantastique. Le réel qui se distord légèrement, qui n'est jamais complètement, en fait, fou, échevelé, mais qui est toujours un peu étrange et bizarre. Quelque chose de très important pour moi, c'est de toujours partir vraiment du quotidien, quoi, du réel, du quotidien, mais même du quotidien le plus banal, c'est-à-dire pas le quotidien, a priori il se passe déjà quelque chose, mais le quotidien, quand un employé de bureau, comme dans le cas dans ce livre, est à la machine à café, va aux toilettes et tout, et puis finalement la base la plus quotidienne, la plus banale, anodine du quotidien. Et j'aime bien le mot distort, mais aussi, j'utilise plus souvent le mot plutôt déraper, quoi, quand le réel dérape. Et donc que ça commence à aller vers un truc un peu bizarre, fantastique, mais en restant tout de même dans ce contexte très banal de quotidien. C'est quelque chose qui m'intéressait, de faire littérature à travers ces moments-là, et pas faire littérature à partir de grands moments d'action, de la vie ou de grandes histoires d'amour, mais je trouve que la littérature doit aussi s'intéresser à ces moments de la vie que tout le monde vit. En fait, c'est les moments qu'on vit le plus dans la vie, en fait. C'est une vie banale, mais il y a ce petit truc qui fait que... Petit truc, c'est justement pas, comme vous dites, pas un truc incroyable, c'est un petit truc qui est bizarre et qui va entraîner de chapitre en chapitre. Chaque fois une petite chose qui est tordue et qui amène ce petit côté, un petit grain de folie. C'est pas le délire complet, c'est ça qui est intéressant. Oui, je pense que c'est un dérapage assez contrôlé. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas non plus d'analyse. Il vit ses rêves. Oui. Et puis, il y a un petit paragraphe qui est toujours le même au bout de chaque chapitre. Je ne vais pas trop en dire, trop, mais qui est... moi, je trouve qu'il est très savoureux dans l'écriture. J'ai souvent fait ça dans mes livres, pour me permettre de te couper vite, parce que je parle beaucoup des obsessions dans mes livres, et justement, le fait d'avoir ces gimmicks, en fait, d'un point de vue du style, c'est très lié à l'obsession de revenir avec des sortes de paragraphes qui reviennent, un peu comme en musique aussi, ça donne un rythme. Mais c'est aussi lié à l'obsession d'un point de vue plus pathologique, ça donne une sorte de refrain qui... Moi, quand j'avais commencé le livre, après 2 chapitres, ça m'avait fait penser à Little Nemo, donc la BD, où chaque fois, à la fin de la page, de la case, hop, il se réveille dans son lit, en étant tombé du lit ou n'importe quoi, mais avec ce côté moins délirant, mais c'était toujours cette structure, toujours... on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver au chapitre suivant? On se dit, bon, OK, on comprend petit à petit qu'il va chaque fois perdre un doigt, mais ça reste toujours dans des situations complètement banales et en même temps des situations parfois assez particulières, quoi. Moi, je pense toujours que les rêves, c'est un peu la sorte de fiction à l'état de nature, c'est que... Tout le monde n'écrit pas dans la vie, par contre tout le monde rêve. C'est-à-dire que tout le monde a un rapport à la fiction à travers les rêves. Parce que le rêve, moi je considère vraiment que c'est des histoires qu'on écrit en temps réel. C'est tout à fait... Il y a une narration, une histoire. Et je trouve ça assez chouette d'écrire. Et perdre ses doigts pour un écrivain, c'est une angoisse horrible. J'ai pas pensé, parce que c'est pas moi qui perds mes doigts non plus. Le personnage du livre n'est pas moi. Et de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs niveaux de réel dans ce livre. Donc, quand
il y a l'histoire du rêve, puis à la fin il se réveille, mais quand il se réveille, c'est pas pour ça qu'il est dans... De cette manière, il rêve encore. Je ne donne aucune, c'est comme une sorte d'échelle où on ne connaît ni ce qui se passe à gauche ni à droite, il y a un segment avec plusieurs niveaux de réel. Il y a cette formidable scène où il est dans les toilettes, et il a son café, et la porte, il faut la maintenir avec le doigt pour pas qu'elle s'ouvre, et puis il y a le gars d'à côté qui lui demande du papier. Là, oui, c'est clair, on Alors est là, totalement dans un truc... Je ne peux pas poser mon café parce que c'est plein de microbes par terre, donc il est déjà un peu, il est quand même un petit peu obsessionnel aussi par rapport aux microbes. Je ne peux pas poser mon café, je ne peux pas ne pas tenir la porte. Comment je fais? Et l'autre à côté, il attend, quoi. En plus, il est assez vindicatif. Donc ça, c'est une pure scène de burlesque. On voit le film, en fait. Oui, je pense même que cette scène pourrait, maintenant que je l'imagine comme ça, cette scène pourrait arriver sans texte, oui, même de manière muette, où il y aurait, avec le son, l'angoisse... Ben oui, j'aime bien cet humour de situation, et je crois que même dans tout ce que j'écris, que ce soit en BD, dans la BD Le Belge, dans mon roman précédent, Comment le chat de mon ex et du bon ex-chat, j'ai toujours ce côté... Je crois que ça fait partie de moi, alors l'envie de m'amuser en écrivant, et l'envie, éventuellement, que les auteurs, que les lecteurs s'amusent un peu aussi en lisant. C'est sûr que je n'ai pas la prétention d'être un auteur qui va écrire des grandes descriptions proustiennes ou des grandes histoires d'amour. C'est un style aussi que je développe, je crois que c'est une sorte de... C'est une écriture très souple, très imagée, ça se lit vraiment, on passe comme ça. Et moi, je trouve que vraiment l'écriture participe aussi à ce côté burlesque et à ce côté fantaisie, rêverie. Ouais. C'est vrai que j'essaie toujours, au plus j'avance, d'essayer toujours d'en faire un peu de moins en moins, de laisser plus de place au lecteur. J'essaye par exemple de ne pas trop décrire les personnages, parce que moi, en tant que lecteur, je me suis toujours rendu compte en fait, le lecteur, on s'imagine tout de suite les personnages. Alors, je ne vois pas l'intérêt que l'auteur veuille essayer d'imposer la couleur des cheveux, les vêtements. Parce que de toute façon, quand un livre commence avec Marc se lève le matin pour faire ceci, cela, je pense que rien qu'avec cette phrase, les lecteurs voient déjà quelqu'un. Ce qui est assez stupéfiant. Chacun se représente. Il n'y a aucune raison. Ils ont leur marque. On n'a encore rien dit. Oui, ils n'ont encore rien dit, mais c'est ça, c'est assez fabuleux. L'imaginaire du lecteur est très puissant aussi, tout aussi puissant que celui de l'auteur. C'est deux imaginaires qui se rencontrent. Et donc je crois que voilà, moi j'ai décidé de ne pas donner trop. Par contre, de raconter des histoires, de mettre le paquet, si je peux me permettre, plutôt dans la situation, dans ce qui se passe, et de faire beaucoup d'ellipses aussi, et donc de laisser le lecteur s'imaginer pas mal de choses. Alors, forme courte aussi quand même, qui est un peu votre marque de fabrique aussi. On a l'impression que voilà, vous avez envie de ne pas aller dans le roman fleuve, de resserrer. C'est que mon tout premier roman, Éternels Instants, qui était sorti en 2010, était un peu plus un roman fleuve et tout. Mais c'est vrai qu'après, dès le deuxième, j'ai eu envie de plus resserrer les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, j'aurais pas envie. Mais ça, c'est un peu dans la vie d'un artiste. On va souvent vers... en peinture, quelqu'un va aller vers plus de sobriété, de minimalisme. Puis une fois qu'il aurait été à fond dans ce truc-là, il aura envie justement peut-être de repartir dans... Ça, il y a une sorte de mouvement. Moi, ça m'aurait intéressé justement que ce soit plus développé et qu'on rentre petit à petit plus loin dans le personnage pour essayer de comprendre comment il fonctionne et en apprendre plus sur lui. Je trouve que ce serait pas mal aussi dans un système en gardant un peu cette même moi, ça me fait plaisir que les lecteurs aient envie d'en avoir plus. Plutôt que si c'était plus gros et qu'ils disaient oui, bon, après la moitié, on a compris le... Je me suis ennuyé. On a compris ah non, moi je trouve qu'on ne s'ennuie pas du tout. On se dit quel est encore ce petit truc qui va... Ça ne vous ferait pas plaisir quand vous dites je me suis ennuyé. Ah oui, voilà, moi je préfère la critique qui est celle de me dire... J'en ai pas eu assez. J'en ai pas eu assez. Ça me fait presque plaisir en fait. Alors je voulais quand même qu'on montre aussi juste un des dessins. Il y a en tête de chapitre chaque fois une illustration de Romain Renard, qui est un auteur de bande dessinée. Qu'apporte un illustrateur dans une histoire comme celle-là? Et quelle est la volonté qui procède à cette association? Il y a deux choses. D'abord, il y a la réalité. D'abord, il y a une rencontre entre Romain Renard et moi. Donc, c'est au Salon du Livre de Québec, il y a quelques mois. Donc, c'est une amitié. Quand deux artistes se rencontrent, on a envie de faire un truc ensemble. Puis moi, j'étais en train de finaliser ce bouquin. Et donc, j'ai tout de suite pensé que ce serait chouette de lui proposer, sans tout de suite penser à la plus-value narrative que ça amènerait. Et finalement, quand on est dans le monde du livre, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que faire ce genre de choses. Mais... Donc, je lui ai proposé de faire ça, il a accepté. Et
Là, par contre, dans ce qu'il m'a proposé, là, il y a vraiment, je trouve, une plus-value qui est que lui, il a interprété le texte. Il n'a pas juste illustré des scènes du bouquin, ce qui, à la limite, s'il avait fait, j'aurais déjà été content parce que je ne l'ai pas demandé plus, mais il a été vraiment plus loin dans ses illustrations, en interprétant, en rajoutant un élément aussi, en faisant un travail sur chaque fois la disparition. C'est toujours un côté blanc dans l'image, qui est la disparition, donc qui est une sorte d'analogie avec le texte, mais qui... C'est un très beau travail. Sur l'estompement aussi, il y a toujours des zones de non dessinées en fait dans chaque. En fait, il a essayé que la cause de la perte du doigt, il a essayé chaque fois de ne pas la dessiner. Donc il y a un dessin noir autour, la cause est en blanc, donc il y a un travail fabuleux. La vie du graphiste La vie du graphiste, moi je trouve que c'est un très beau bouquin déjà. Au niveau du format, du toucher. Et puis graphiquement, je trouve au niveau de la mise en page, c'est très chouette. C'est vraiment, et chaque fois des titres interpellants. L'histoire des chats, le titre est génial. Ici, c'est vraiment des titres très forts. Et l'ensemble, je trouve que c'est vraiment... Moi, en tant que graphiste, je trouve que c'est vraiment un très beau résultat. Alors, ça tombe bien, parce que l'auteur est aussi l'éditeur. Vous êtes l'une des deux chevilles ouvrières des éditions On lit. Ça fait quoi de s'éditer soi-même? Est-ce que c'est pas quelque part un peu compliqué parfois? Ça peut parfois être compliqué de s'éditer soi-même, mais en même temps, ça apporte. J'apporte aussi ma brique en tant qu'auteur à la maison d'édition pour laquelle je travaille. C'est une façon en fait de participer à cette aventure éditoriale un peu pleinement, quoi. C'est dur aujourd'hui d'être éditeur en Belgique? Parce que oui, c'est quand même assez dur justement. Donc c'est pas un métier qui est rentable. Il est même très dur à être viable en fait, parce que les ventes sont quand même très basses. Oui, c'est vraiment de la conviction. C'est une sorte de métier de passionné qui ne pourrait pas exister sans les aides publiques qui sont très importantes. Merci Edgar d'être merci à vous. Parler de là où ça fait mal. On ne va pas dire quel endroit où ça fait mal parce que je pense qu'il faut laisser découvrir. Ce serait vendre la peau de l'ours du chapitre 10. On peut le déduire sans l'avoir lu. Mais en tout cas, beaucoup d'humour, je le répète, dans ce livre, parce que c'est vrai que le côté on perd des doigts, tout ça, ça fait parfois un petit peu peur. Mais c'est onirique, c'est drôle. C'est drôle parce que pour moi, c'est totalement drôle d'avoir écrit ça. Et puis quand les premières critiques ont commencé à tomber suite à la sortie, j'ai beaucoup entendu le mot étrange, voire même horreur, fantastique. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on ne se rend pas compte. Je pense que quand on écrit des choses qui peuvent être un peu très noires, très sombres, on ne se rend pas compte parce qu'on s'amuse à le faire, on ne se fait pas peur soi-même, puisqu'on n'est jamais surpris par ce qu'on va écrire. C'est un peu de la même manière, j'ai entendu récemment, par exemple, il paraît que Stephen King n'aime pas les films d'horreur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça. C'est assez drôle de se dire ça. Et puis moi, d'un côté, je ne regarde pas spécialement des films d'horreur, mais écrire un truc comme ça un peu horrifiant, ça ne fait pas du tout peur. Donc j'étais très étonné moi, des premières critiques. Là où ça fait mal, c'est donc le titre de ce roman paru aux éditions On lit. Je vais vous laisser, moi je vais aller rajouter quelques livres encore dans votre mur pour les gens qui passent dans la rue. Et je pense que vous avez une lecture à partager avec Edgar. Oui. Une surprise. Une petite surprise, oui. Voilà, je voulais partager ce livre-là, qui est un livre très étonnant. Très étonnant, tout noir. Ça parle de magie. Et donc, on est à l'époque napoléonienne, un magicien anglais qui parvient à convaincre les armées anglaises grâce à sa magie, ils vont pouvoir battre les armées de Napoléon. Il rencontre Jonathan Strange, qui est un autre magicien. Une grande amitié se lie entre eux. Ils font plein de choses incroyables. Ils inventent des faux bateaux en pluie, ils déplacent du sable, enfin, toutes sortes de choses. Mais malheureusement, leur amitié va prendre un coup parce que Jonathan Strange, lui, va plutôt partir vers la magie noire. Et c'est assez réaliste. Donc, on se croirait vraiment à l'époque avec les gens. Là, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de gnomes, il n'y a pas de... On n'est pas chez Tolkien, quoi. Voilà, on est dans du lent, on rentre vraiment petit à petit dedans avec des bas de page vraiment qui prennent parfois la moitié de la page avec des explications. C'est vraiment un roman dans lequel on doit vraiment rentrer à lire. C'est un peu un roman rationnel sur l'irrationnel. Tout à fait, oui. C'est tout à fait ça, oui. C'est plus que le bien et le mal, c'est vraiment la folie et en même temps d'une réalité, on s'y croirait, quoi. On se dit, ça doit exister, ça existe, quoi. La magie existe. La magie existe, tout est là. On échange. Voilà, on le remet là. Ma grand-mère me faisait des galettes quand j'étais petit. C'est vrai. Tous les produits de la maison. Fait maison, Fait tout maison ça. aussi. Oui, oui.
sont très bonnes. Ouais, très très bonne. Bravo. On est bien reçu à l'image. On est très très bien sur l'animal.